Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. La France vient en appui au Bénin dans le cadre de la riposte et de la maîtrise de la propagation de Covid-19. Des véhicules utilitaires, réfrigérés, des médicaments et de consommables ont été réceptionnés ce matin. Nous en parlerons dans ce journal. Plus de 300 000 doses de vaccins Pfizer réceptionnées par le Bénin. C'est un don des États-Unis d'Amérique. Vous en saurez davantage dans ce journal. En Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya est devenu officiellement ce jour président de la République. Nous en parlons également dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. L'ambassadeur de France près le Bénin a remis ce matin à Cotonou au ministère de la Santé 4 véhicules utilitaires réfrigérés, des médicaments et de consommables. Un appui de la France dans le cadre de la riposte et de la maîtrise de la propagation de Covid-19. Compte rendu Aristide Setti. 4 véhicules utilitaires réfrigérés destinés au transport des vaccins jusqu'à 1 degré Celsius, des médicaments, des consommables médicaux et des tests diagnostiques de plus de 200 millions de francs CFA. C'est le nouvel appui financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'Agence belge de développement ENABEL via le projet Équité pour accompagner le Bénin dans sa lutte contre la Covid-19. Le projet Équité permet, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, de financer une 3e vague d'équipements consommables biomédicaux et de réactifs de laboratoire avec notamment la fourniture de 10 000 tests antigéniques, 4 000 tests PCR, 12 000 kits de prélèvement, des matériels de réanimation, notamment des défibrillateurs semi-automatiques, du matériel de prise en charge et de surveillance pour les personnes hospitalisées dans les centres de traitement, appareils ECG, glucomètres, sondes nasogastriques, etc. Monsieur le ministre, cette nouvelle contribution d'une valeur totale de 223 millions renforcera les capacités de vos équipes en termes de lutte contre la Covid-19, à la fois sur les aspects liés à la campagne vaccinale, mais aussi en termes de diagnostic, de dépistage et de prise en charge de l'épidémie. Le ministre de la Santé salue le geste et promet en faire un bon usage. Ces 4 véhicules frigorifiques viennent particulièrement à point nommé, au moment où la campagne de vaccination contre la Covid-19 monte en puissance. Ils contribueront sans nul doute à augmenter nos capacités de déploiement du vaccin sur le terrain. Je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler les remerciements et la gratitude du gouvernement du Bénin, à vous et à votre gouvernement ainsi qu'au peuple français pour cet important appui qui vient soutenir notre stratégie de riposte en ce moment où notre pays œuvre pour le renforcement des mesures barrières et de la campagne de vaccination. Le directeur de l'Agence nationale des soins de santé primaire est d'ores et déjà instruit pour un usage rationnel des véhicules que vous nous remettez ce matin. Cet appui vient au moment où le Bénin compte ses décès avec plus de 23 000 cas confirmés de Covid-19. Les États-Unis d'Amérique ont offert plus de 300 000 doses de vaccins Pfizer au Bénin. La cérémonie de réception de ce don, qui fait suite au premier don de vaccins Janssen du laboratoire Johnson, s'est déroulée sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Le point avec Laurent Roland, Tony Kess. Le Bénin a reçu 332 280 doses de vaccins Pfizer. La cérémonie de réception s'est déroulée sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, un don des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, un deuxième don de plus de 300 000 doses supplémentaires de vaccins Pfizer Covid-19 par les États-Unis, livrés par l'intermédiaire de COVAX, pour soutenir les efforts du Bénin pour lutter contre la pandémie, soit un total de près de 335 000 doses données au Bénin à ce jour. Nos dons font partie de l'engagement de longue date des États-Unis
en faveur du développement d'un avenir sain et prospère pour le Bénin et son peuple. Des doses de vaccins supplémentaires qui viennent renforcer les capacités du Bénin à faire face à la pandémie de la Covid-19 en offrant aux populations une gamme variée de vaccins. Dr Mamoudou Aruna Djengare, représentant résident par intérim de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, rassure quant à l'efficacité du vaccin Pfizer. Selon une récente étude du Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins, qui a minutieusement évalué la qualité, l'innocuité et l'efficacité, le vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19 a une efficacité de 95% contre le SARS-CoV-2. Ce vaccin, reconnu par la Food and Drug Administration des États-Unis, l'Agence européenne du médicament, est autorisé par l'Organisation mondiale de la santé depuis décembre 2020 et également efficace contre les nouveaux variants du coronavirus. Malgré les efforts consentis pour rendre accessible la vaccination contre la Covid-19, l'adhésion souhaitée de la population est restée en deçà des attentes du gouvernement. C'est pourquoi le ministre de la Santé rappelle aux populations la nécessité de se faire vacciner. Chère population, face à la pandémie de la Covid-19, la vaccination reste et demeure la porte de sortie la plus sûre. Le vaccin Pfizer vient s'ajouter aux autres vaccins déjà disponibles sur le site pour vous offrir un choix plus large. Je garde espoir que grâce à la vaccination, nous arriverons bientôt à bout de cette pandémie. Le Bénin avait déjà reçu le 26 juillet dernier des États-Unis un don de 302 400 doses de vaccin Janssen du laboratoire Johnson & Johnson. L'Agence nationale de protection sociale ANPS, chargée de la mise en œuvre du programme ARCHE, et l'Académie PNHG ont signé un accord de partenariat hier à Cotonou au profit des artisans du secteur des bâtiments et travaux publics, travaux BTP. Le compte rendu avec Aimé Juste d'Infodji. Cette signature d'accord entre l'Agence nationale de protection sociale et l'Académie PNHG va permettre à plus de 150 artisans du domaine des bâtiments et travaux publics BTP de bénéficier d'une formation de pointe. Elle découle du volet formation du programme d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Dans le cadre du projet ARCHE, il existe un volet de formation des acteurs du secteur informel. Et la première phase de mise en œuvre de ce projet consiste en la formation des artisans. Nous venons donc de signer avec l'Académie PNHG qui a en charge la construction des logements sociaux de Wedo et qui dispose d'un centre de formation de très haut niveau. Et nous voulons profiter donc de leurs infrastructures, de leurs experts pour former les artisans béninois du bâtiment. Ce partenariat est conclu grâce à l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement durable PNUD, une première phase de formation des artisans du BTP destinée à 5 spécialités. Il y a carrelage, plomberie, électricité, étanchéité, peinture, c'est les 5 domaines. Nous sommes tous conscients que le chef de l'État et son gouvernement mettent au cœur de tout la qualité. Et ce n'est pas pour rien que PNHG a été choisi pour accompagner donc les artisans sur le volet Arche Formation. Au terme de cette série de formations, ces artisans seront employés sur les chantiers de travaux publics de l'État béninois, une nouvelle qui réjouit les bénéficiaires. Nous sommes déjà des artisans, mais il nous manque encore du professionnalisme. Et ce projet va nous apporter ce professionnalisme dont a besoin notre pays pour aller de l'avant. Nous sommes débordés de joie. Et pour ça, nous remercions le gouvernement. Au total, 1575 artisans seront formés au terme de ce volet formation du programme Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE.
Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement au cours de son point de presse hebdomadaire après le Conseil des ministres est revenu sur la question du projet de loi portant mesures spéciales et répression des infractions à raison du genre. Pour Wilfried Léandre Rungbedi, cette loi n'est pas réduite au monde enseignant, comme le pensent beaucoup des Béninois. Suivez. Vous auriez tort de considérer que l'ambition du gouvernement d'introduire des dispositions spéciales dans les différentes lois et de favoriser la protection de la femme au Bénin se résumerait essentiellement au champ de l'école. Non, c'est une vue de l'esprit. Il y a eu un exemple qui a été donné au cours de la séance et qui a parlé du monde enseignant. C'est peut-être pour ça que certains ont tôt fait d'emprunter ce raccourci pour vouloir réduire la loi au monde enseignant. La loi est de portée générale. Au cours des débats, personne n'a occulté le fait que parfois, les enseignants sont même harcelés par leurs élèves, par leurs étudiantes. Cela a été soulevé. Et donc, c'est pour vous rassurer que ce projet ne vise pas les enseignants. Il est d'ordre général. Que ce soit dans l'administration publique ou privée, que ce soit chez les corps habillés, que ce soit dans des structures même privées, l'objectif du gouvernement, c'est de protéger davantage la femme et la fille béninoise et de favoriser leur émergence, j'allais dire leur développement. Tout le monde sait que nos sociétés en général, et la nôtre béninoise en particulier, ont longtemps fait de l'homme l'être supérieur, considérant à tort que la femme est à sa disposition. De fait, de pratiques sociologiques, politiques, anthropologiques, la femme a souvent subi des violences et des discriminations de toutes sortes. L'ambition du chef de l'État et de son gouvernement, c'est de corriger cet état de choses. Et donc, les enseignants devraient être rassurés. En fait, nous tous les hommes sommes concernés, que l'on soit enseignant, que l'on soit artisan, que l'on soit agriculteur, que l'on soit diplômé exerçant dans une structure publique ou privée, que l'on soit député, que l'on soit ministre, tout le monde est concerné. Vous pouvez dire à nos amis enseignants que la loi n'a jamais été rédigée contre eux. C'est une loi de portée générale. Et elle ne vise qu'une seule chose, assurer l'émancipation de la femme béninoise. Première sortie de la présidente de l'Institut national de la femme. À l'issue d'un entretien accordé à Eden TV, Mme Claudine Afiavi-Prudencio est revenue sur les principales missions de l'Institut et les atouts dont dispose l'instance dans la mission qui lui est assignée. Je vous invite à suivre ici un extrait de ses propos. L'Institut nouvellement créé par le gouvernement de notre pays est là pour répondre à un besoin réel et dans une forme qui cadre avec l'aide du temps, les exigences du processus d'évolution de notre société qui inclut forcément la place et l'action de la femme. La mission de l'Institut national de la femme est d'œuvrer à la promotion de la femme au plan politique, économique et culturel, aussi bien dans la sphère publique que privée, et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Je m'en voudrais de ne pas rappeler ici les mots utilisés le 23 septembre dernier face aux parlementaires béninois par le président Patrice Guillaume Athanas-Talon, des mots dits d'une volonté politique inédite assortie d'actes concrets et d'un calendrier qui met tout le monde dans le feu de l'action. Le chef de l'État disait, en effet, je cite, « Nous allons donner à l'Institut national de la femme tellement de moyens que la lutte contre ces genres d'infractions sera encore plus visible, plus farouche que la lutte contre la corruption, contre l'impunité en matière de crimes économiques, parce que ce fléau fait encore plus de dégâts que la corruption. » Fin de citation. Les défis sur le terrain seront très vite attaqués. Vite attaqués.
Soyez rassurés, nous irons avec diligence, avec assurance, avec professionnalisme et efficacité, avec pour terreau la bonne gouvernance qui constitue le credo du chef de l'État. Hors de nos frontières, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia est devenu officiellement ce jour président de la République. Le putschiste qui a renversé Alpha Condé il y a un mois a prêté serment à Conakry devant la Cour suprême. Sont invités les diplomates étrangers présents dans le pays ainsi que des chefs d'État. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia a choisi de prêter serment juste avant la fête nationale qui se tiendra demain. Il a juré de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Il s'est aussi engagé à ne pas être candidat à de futures élections. Et c'est donc en tant que chef d'État que le président de la transition va célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance guinéenne. Le secrétaire général des Nations Unies se dit choqué par l'annonce de l'expulsion de plusieurs responsables de l'ONU en Éthiopie. Ils sont accusés d'ingérence par Addis Abeba. En filigrane, le conflit dans la région du Tigré où l'ONU fait état d'une malnutrition sans précédent. Les pillards n'ont rien laissé dans cet entrepôt du programme d'aide alimentaire de la région du Tigré. Une scène quasi quotidienne dans ce territoire où, selon l'Organisation des Nations Unies, 400 000 personnes sont en situation de famine et où 90% des plus de 5 millions d'habitants de cette région d'Éthiopie ont besoin d'aide humanitaire. Les approvisionnements commerciaux sont également bloqués depuis la fin du mois de juin, ce qui a provoqué de graves pénuries de produits de base et une forte hausse des prix. Par exemple, le prix de l'huile de cuisson a augmenté de 400%, le sel de 300% et le riz de 100%. Les partenaires humanitaires continuent de répondre aux besoins urgents dans la région, mais sont confrontés à l'épuisement des stocks et des ressources. Toujours selon les Nations Unies, seuls 10% de l'aide nécessaire parvient à la province du Tigré. Leurs représentants sur le terrain soupçonnent le gouvernement éthiopien d'en empêcher l'acheminement. Des accusations balayées d'un revers de main par Addis Abeba. En réponse, le ministère des Affaires étrangères annonce ce jeudi l'expulsion de 7 responsables d'agences de l'ONU. Le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, dans des lettres publiées aujourd'hui, a déclaré persona non grata 7 personnes travaillant pour diverses agences humanitaires de l'ONU en Éthiopie pour ingérence dans les affaires internes du pays. Selon les lettres adressées à chacune des 7 personnes, toutes doivent quitter le territoire de l'Éthiopie dans les 72 heures à venir. En novembre dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait décidé d'envoyer l'armée fédérale pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, les accusant d'avoir attaqué des camps militaires fédéraux. Le chef du gouvernement éthiopien promettait une victoire rapide, mais le Front de libération du peuple du Tigré a repris le contrôle de l'essentiel de la région. Ces combats ont perturbé les récoltes dans une région déjà en insécurité alimentaire. Une situation rendue davantage critique par certains combattants qui bloquent ou pillent l'aide envoyée sur place, alors qu'Addis Abeba et le Front de libération du peuple du Tigré s'accusent mutuellement d'en entraver le convoyage et d'affamer la population. Selon l'ONU, empêcher les actions de l'organisation au Tigré dans les régions voisines risque d'aggraver rapidement la situation humanitaire des populations civiles. La famine pourrait faire son retour comme dans les années 80. Elle avait alors provoqué la mort d'1 million de personnes. Les Américains évitent de justesse le shutdown. Les parlementaires sont parvenus cette nuit à éviter la paralysie du pays en adoptant un budget temporaire. Mais pour Joe Biden, d'autres problèmes se profilent à l'horizon. Suivez. Ce vote, 254 oui, 175 non. La motion est adoptée et sans objection, elle est déposée sur le bureau de la Chambre. Les représentants américains ont approuvé le texte à une large majorité. Une loi de finances qui prolonge le budget des États-Unis jusqu'au 3 décembre. De quoi éviter le shutdown, c'est-à-dire l'arrêt brutal du fonctionnement d'une grande partie des services fédéraux, la mise au chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires et la suspension du versement de leurs salaires. Bref, la paralysie du pays.
Le Congrès est parvenu à un accord avant l'heure fatidique ce jeudi à minuit, un soulagement pour les élus. Avec cette résolution, non seulement nous maintenons le gouvernement actif, nous continuons de verser leurs pensions à nos anciens combattants, aux bénéficiaires de la sécurité sociale et au reste, mais il s'agit aussi de la recherche pour les instituts américains de la santé, de l'éducation de nos enfants, de la protection de notre environnement. C'est tout simplement remarquable de penser à toutes les choses que nous pouvons faire en travaillant ensemble pour le peuple. Mais le répit n'aura été que de courte durée. Un peu plus tard dans la nuit, un autre vote crucial a lui été reporté, celui pour l'adoption des 1200 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures américaines voulues par Joe Biden et même approuvées par les républicains. Cause de cet échec, une guerre intestine dans le camp démocrate. L'aile gauche menaçait en effet de faire capoter ce vote si elle n'obtenait pas des garanties quant à l'approbation d'un autre plan d'investissement, celui des 3500 milliards de dollars de réforme du tissu social américain et de lutte contre le changement climatique. Problème, ce plan historique est jugé beaucoup trop onéreux par les républicains et même par certains sénateurs démocrates. Plus grave encore, les républicains refusent pour le moment de relever le plafond de l'endettement du pays, destiné, selon eux, à financer ce plan de Joe Biden. Pourtant, il y a urgence. Si cette limite n'est pas levée au 18 octobre, les États-Unis se retrouveront en défaut de paiement de leur dette. Une première et un risque de cataclysme financier à l'échelle mondiale. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et bonne suite de nos programmes.